Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale en direct de la Collégiale Saint-Martin, au cœur de l'installation Profondeur, installation créée par le collectif d'artistes Lucilum. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Nous allons parler d'art et de sciences et de cette installation qui est en place depuis la mi-septembre et qui est à découvrir jusqu'à fin janvier. Ce soir, donc, on vous propose un échange entre art et sciences en compagnie de Marc-Antoine Mathieu, qui est juste à côté de moi, qui est membre du collectif d'artistes Lucilum, Patrice Grupalo, qui est compositeur de la bande sonore de Profondeur, qui est tout à ma gauche, Gabriel Guibert-Perroni, qui est doctorant en droit maritime à l'École nationale supérieure maritime, qui est tout à ma droite, et Maëlys Vacher, qui est doctorante en droit des espèces marines sensibles à Nantes, donc droit de l'environnement, et qui est juste là. Tous les deux, donc Gabriel et Maëlys, sont membres du Centre de droit maritime et océanique. Donc, pour ceux qui nous écoutent en direct, je vous précise que vous pouvez nous poser des questions dans le chat. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Je les partagerai avec nos intervenants tout au long de cette émission. Voilà. Et les personnes qui sont avec nous là dans le public, puisque c'est une émission qui est aussi accessible en public, eh bien, poseront leurs questions plutôt à la fin. Alors, donc, pour vous contextualiser un petit peu voilà, cette exposition, cette installation, c'est la deuxième collaboration entre Lucilum et la Collégiale Saint-Martin. Collégiale Saint-Martin qui se trouve à Angers. Elle a été créée sur mesure, donc c'est vraiment, elle prend en compte l'architecture de la collégiale. Alors nous, on le voit, on est juste face à cette installation. Et l'objectif est avant tout de proposer aux visiteurs une complète immersion en profondeur, dans un univers de profondeur. Avant de rentrer un peu dans les détails de cette installation, moi je voulais poser une question à Maëlys et à Gabriel. Vous qui avez découvert cette installation il y a à peu près un mois, je dirais, on l'a découvert ensemble. C'était quoi vos premières impressions ? Bonjour à tous. Je crois qu'on a eu des avis tout à fait différents, des sensations différentes en arrivant, Gabriel et moi, dans cette exposition. Donc, je vais parler en nous. Moi, j'ai eu une sensation un peu d'apaisement, comme si je me retrouvais à faire de la plongée. En tout cas, en arrivant au début de l'exposition, et j'étais sous l'eau, vraiment. J'ai plutôt bien apprécié l'expérience, en tout cas. Bonsoir à tous. Moi, j'ai eu une vision à l'entrée de l'installation. À un moment, on passe de la mer au ciel. Et cette phase-là m'a parlé beaucoup. Je l'avais fait la réflexion. Et ça m'a rappelé une citation de Rimbaud. Vous l'avez sorti il y a un mois. L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. C'est cet espace un peu flou de transition qu'est l'horizon. Et c'est ça qui m'a beaucoup parlé, moi qui suis marin et qui a été confronté pendant de nombreuses heures à regarder cette phase de transition entre les deux mondes qui est la mer et le soleil. Et j'ai retrouvé cette sensation-là au début de l'installation. À un moment dans l'installation, on passe de la mer au ciel. Et cette sensation, je l'ai vraiment reprise. Et c'est vraiment l'émotion qui m'est revenue à ce moment-là, c'est celle-ci. Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est assez rigolo que vous parliez de Rimbaud, parce que justement, il me vient là les premiers vers de Rimbaud. La mer, c'est la musique me prend souvent comme une mer vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume, dans un vaste éther, je mène à la voile, etc., etc. Donc effectivement, c'est bien de citer Rimbaud, parce qu'avec Lucilum, avec les amis de Lucilum, Philippe, Elisa et Patrice qui est là, qui est musicien, et puis Olivier aussi, Olivier Guillemin, on tente en fait par ce type d'installation immersive, on revendique même le terme d'œuvre, on essaie simplement de faire en sorte qu'une expérience artistique, physique puisse être vécue. Et ici, avec Profondeur, c'est un petit peu comme ce qu'on avait essayé aussi avec Silva, c'est-à-dire c'est de transformer un lieu qui, a priori, n'était pas fait pour ça, mais le transformer en un espace dans lequel on puisse se perdre, et se perdre un petit peu pour revenir à soi.
hein. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, chacun, effectivement, il voit ce qu'il a envie de voir, en fait. Comme toute œuvre, chaque œuvre doit pouvoir être réinterprétée à sa manière par le regardeur, par le spectateur. Et c'est ce qu'on a essayé, évidemment, plus que jamais avec profondeur. Oui, c'est vrai que sur les retours, parce qu'il y a eu quand même, alors les derniers chiffres que j'ai eus, c'est qu'il y a eu plus de 19 000 visiteurs, hein, et encore ça continue d'augmenter. Les impressions sont vraiment diverses, hein. Il y en a qui le trouvent très apaisant. Généralement, c'est ce qu'on a comme retour, c'est très apaisant, d'où les ateliers voilà, sur le repos, autour du repos, qui sont proposés ici, mais d'autres aussi qui ont cette sensation vraiment de perte de repère et même des fois un petit peu se sentir un peu oppressé avec ce voile, et puis finalement des fois ça se passe bien, et puis ils s'installent, ils regardent et ils restent là. C'est vrai que c'est très varié, quoi. C'est la minorité sur le côté oppressif, mais il y a quand même ce côté-là. Moi je l'ai pas du tout ressenti, mais je trouve que Oui, bah après, comme toute œuvre d'art, alors c'est vrai qu'en plus, profondeur, ça se passe dans le noir. Alors, oui, il y a en une perte de Occident, repère. l'obscurité, le noir fait peur. Bon, dans d'autres cultures, c'est différent, mais ce qui est sûr, c'est que l'art sert à faire un pas de côté, comme la science d'ailleurs. La science nous fait faire aussi des pas de côté. Sans la science, on ne saurait pas ce qu'est vraiment le monde. On resterait dans un monde purement phénoménologique qui serait juste fait de phénomènes qu'on perçoit. La science nous montre qu'il n'en est rien, qu'il y a des choses qu'on ne voit pas mais qui existent bel et bien. C'est ça qui est extraordinaire. Et de la même manière, l'art a ce même rôle de nous montrer d'autres mondes, alors soit poétiques et inexistants et complètement imaginaires avec l'art, soit bien réels mais tout aussi fantastiques avec la science. C'est pour ça que à une soirée comme ça, effectivement, discuter, mettre en regard science et art, c'est vraiment une très très bonne idée. C'est vraiment, je pense qu'il faut le faire de plus en plus, surtout à une époque où la science est un peu attaquée, parce que beaucoup de gens confondent technologie et science. Hein. Elon Musk n'est pas Hubert Reeves, hein, non mais il faut le dire parce que Non, mais oui. beaucoup de gens confondent, hein, c'est-à-dire qu'on est contre la technologie, donc la science, les scientifiques sont méchants. Enfin, on entend ça, donc attention, non, les scientifiques sont des gens qui font de la recherche souvent, ils découvrent des choses extraordinaires, donc voilà, scientifique, artistique, même combat. Ça me permet de rebondir un peu sur ça, sur l'approche artistique notamment de Lucie Lhomme et sur la création de cet univers dans lequel on est aujourd'hui. En fait, on invite quand même le spectateur à sortir de sa réalité, à aller chercher un peu plus loin dans une espèce d'univers sensoriel, donc entre la musique, les images, la lumière, etc. Ça a été quoi vos premières intuitions créatives quand vous avez imaginé en fait cette installation, et comment vous avez intégré en fait l'architecture de la collégiale? C'est-à-dire que on l'a intégré, oui, effectivement, on a intégré l'architecture, mais comme souvent, ce sont les architectures aussi qui nous intègrent. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si, en tant que plasticien ou en tant que musicien, je pense que Patrice en parlera tout à l'heure, qu'on travaille la terre, qu'on travaille la toile ou un espace, ou qu'on travaille le temps avec la musique, on travaille le temps et l'espace autant que le temps et l'espace nous travaillent. Et dans le cadre de la collégiale, évidemment que la collégiale nous a fait faire la mer, nous a fait sculpter une soie, une mer, qui n'aurait pas du tout été la même si on avait installé la même mer dans un espace, par exemple, moins haut. Vous voyez, la verticalité de la collégiale nous a contraints à la sculpter d'une certaine manière. Ce qui était intéressant dans ce lieu, c'est que c'est un lieu qui est en croix, donc il y a un petit peu des recoins, il y a des cul-de-sac aussi. On peut s'y promener, ce n'est pas qu'un seul couloir. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de cette mer dans cet espace, c'est-à-dire qu'elle nous fait visiter le lieu d'une manière différente. Après, il y avait l'idée qu'évidemment, fatalement, il fallait jouer sur l'horizontalité parce que la fluidité, le mouvement de la mer, le mouvement des vagues, le mouvement chaotique de l'eau, ça ramène forcément à l'horizontalité. Et dans ce lieu vertical, on a essayé de jouer simplement cette opposition, ce dialogue entre horizontalité et verticalité. Après, on a fait en sorte que
on pouvait masquer dans la partie horizontale tout ce qui était éléments architecturaux pour mieux les redécouvrir une fois qu'on découvrait au-dessus de la soie, évidemment, l'architecture de la collégiale. Après, on peut peut-être laisser parler Patrice Bien sûr. par rapport à la musique, parce que lui, Patrice, forcément, toi, tu es encore plus tenu compte du lieu que nous, puisqu'il y a aussi l'écho, la résonance, comment réagit la pierre par rapport à la musique. Oui, bonsoir à tous. Ou moins, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, oui, j'en ai tenu compte. Parce que, en fait, il y a 8 points de diffusion. C'est de l'octophonie, en réalité. Ah oui. Ah oui, ah oui. Alors, là, vous m'entendez bien? Oui. Pas trop, là, comme ça. Je vais essayer de rester comme ça. Oui, c'est une musique en octophonie, c'est-à-dire qu'il y a la stéréophonie, c'est quand on a la plupart des systèmes domestiques, on a droite-gauche, et là, en fait, il y a 8 points de diffusion différents. Ce qui n'est pas énorme, hein. Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus complexes, mais qui était le meilleur choix, je pense, pour ce lieu. Donc, mais ça, c'est finalement le lieu qui m'a imposé ça. Une simple stéréo ou beaucoup plus de points de diffusion, de mon point de vue, ça n'aurait pas convenu. Après, il y avait les problèmes de résonance. Donc, par exemple, ici, là où on est, on entend bien, d'ailleurs, il y a une réverbération. Le chœur est très résonnant, les transepts beaucoup moins, et toute la nef est très peu résonante. Donc, il fallait aussi, évidemment, sur la bande-son, enfin, sur le fichier numérique, sur la musique, il fallait en tenir compte. Et puis, il fallait tenir compte aussi de ça pour savoir quel type de matériel on allait utiliser et où on allait situer, on allait les placer. Ça peut être très bas, ça peut être très haut, ça peut être à mi-hauteur, orienté comme ceci, orienté comme cela. Ça, c'est vrai que c'est le lieu qui le commande pour avoir le résultat optimum tel que je l'imaginais. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Je poserai des questions. Ma question, c'est en termes de choix, de sonorité, comment tu as fait les choix en fait pour créer cette ambiance qu'elle est très onirique en fait, et en même temps, voilà, avec ces différents points, j'imagine qu'ils se répondent aussi d'une certaine manière. Je sais pas. Comment tu as choisi un peu tout ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ce qui m'a inspiré, c'est le parti pris poétique, en fait, fondamentalement. Après, les sons, c'est des questions un peu sans réponse. Disons qu'à un moment, il y a des timbres qui vont s'imposer. Aujourd'hui, quand on travaille, je travaille avec un ordinateur, j'ai des banques de sons extrêmement importantes, et les sons sont de très très grande qualité, et n'importe quel son qui est dans un état X ou Y, je peux en faire n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais on peut aller très loin dans la transformation des sons, comme les images avec Photoshop, ou voilà, tout le cinéma numérique, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même oui, c'est très poétique. On conversait beaucoup. Alors avec Philippe, on s'échangeait des messages, mais avec toi aussi, Marco, avec Elisa, qui était pas très technique en fait. C'était plutôt poétiquement. On disait voilà, là comment moi je le ressens. Peut-être que là ou là, non, vraiment, pour moi c'est pas bien. Ils en rediscutaient ensemble parce qu'on travaillait en aller-retour. Il y avait le lieu, il y avait eux et il y avait moi. D'accord. Donc moi, je testais des choses sur le lieu pour être certain que ça fonctionnait. Après, par rapport à ce que j'ai dit avant, après, eux, ils écoutaient, ils avaient des points de vue différents ou ils étaient unanimes, ils me renvoyaient des choses. Alors, des fois, ils trouvaient ça très bien, des fois, ils trouvaient que c'était complètement à côté. Des fois, on en discutait et on trouvait... pas un compromis, mais on trouvait une solution qui effectivement nous satisfaisait tous. Et puis, voilà. Oui, pour compléter ce que tu dis, c'est très bien. C'est-à-dire que ça, nous, on a essayé de faire ici des images qui sont sans discours, en fait. Vous voyez,
En fait, profondeur n'a pas de discours, profondeur ne dit rien. Elle n'exprime que ce que le visiteur a envie de ressentir à un moment donné. Et c'est en ce sens que, peut-être d'ailleurs qu'elle renoue avec le vrai tragique pré-socratique, c'est-à-dire qu'elle est faite pour vraiment vivre l'instant présent. Et en même temps, ça rejoint aussi une position un peu dionysiaque. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de mots qu'on peut dire, qu'on peut exprimer vraiment d'une manière explicative, en tous les cas sur profondeur. Et Patrice, lui, on a la chance de le connaître depuis maintenant 30 ans, et il fait une musique qui est dans ce sens-là, qui n'est évidemment non explicative. Alors, c'est vrai qu'en général, la musique, elle est abstraite, donc elle est d'emblée dionysiaque. Sauf que aujourd'hui, elle a été tellement triturée par le cinéma, par exemple, tellement utilisée, qu'elle en devient souvent discursive et elle raconte des choses. Or, la musique que Patrice, qu'on travaille avec Patrice, qu'il arrive à sculpter, parce que moi je le vois plus comme un sculpteur sonore presque, c'est qu'il arrive à distiller une musique qui laisse toute la place à la réinterprétation du visiteur et de l'auditeur. Et donc, cette musique que vous entendez là, elle est faite elle est totalement abstraite, elle est souvent un peu même atonale, hein, mais là, je parle un peu sous son contrôle, je ne vais pas utiliser trop gros mots parce que je le vois, il me regarde avec des gros yeux. Mais si vous voulez, c'est une musique qui accompagne, elle est faite de silence, c'est une musique même des fois qu'on oublie, dont on oublie la présence, parce qu'on a l'impression qu'on ne l'entend plus presque. Elle se fait invisible, mais elle est tout le temps, elle est toujours bien là. De même que certaines images, finalement, on finit peut-être des fois par les oublier, mais elle atteigne toujours nos yeux et notre imaginaire. Donc c'est dans ce sens que c'est très difficile d'expliquer avec des mots, quand on parle avec Patrice, de dire voilà, fais ci ou fais ça. C'est très aussi difficile de lui dire exactement ce que vont être les images au final, parce que jusqu'à l'ouverture, les images sont mouvantes, on les retravaille, les chromies peuvent changer, vous voyez. Donc tout ça, c'est un peu comme une espèce de palette dans un immense espace, et jusque même à l'ouverture, Patrice, c'est un peu pareil, il va retravailler les musiques, il va, par rapport à l'acoustique du lieu, il va ajuster des choses, et tout ça fait qu'à un moment donné, voilà, l'équilibre est là, il est fait, et il n'est pas fait pour, encore une fois, dire quelque chose, mais simplement pour laisser un terrain, un espace qui est réinterprétable par le visiteur. L'objectif, c'est que vraiment le visiteur ait sa propre interprétation, soit très subjectif en fait finalement de tout ce que vous racontez. C'est vraiment du ressenti pur, quoi. C'est ça, c'est dans ce sens-là qu'on utilise le mot immersivité, parce qu'immersivité, c'est un mot très à la mode. Il y a beaucoup d'expositions immersives, voilà, les casques de réalité virtuelle. Oui. Immersive, bon, ok, il y a cette immersivité-là, mais nous, ce qu'on cherche, c'est une immersivité aussi, un retour à soi, si vous voulez, un retour que le visiteur puisse retourner à soi, puisse se réimmerger à lui-même, à une époque où justement toute la technologie, justement toute notre époque fabrique beaucoup d'outils qui nous éloignent de nous-mêmes. Hein, c'est un peu peut-être si le progrès peut avoir un défaut, c'est bien celui-là, c'est de créer beaucoup de choses qui nous éloignent de nous-mêmes. Et on manque d'espace pour revenir à soi. Alors évidemment, il y a la nature. Évidemment, il y a la nature, bien sûr. Il y a la Loire, il y a la mer, il y a la montagne. Mais une exposition, enfin une installation comme celle-ci, une œuvre comme celle-ci, elle est faite justement pour que les gens puissent retourner peut-être à la nature, pour ceux qui l'ont oublié, et pour revisiter, et pour se réimmerger en eux-mêmes, mais cette fois-ci dans la vraie nature. Peut-être pour dire un mot encore pour répondre à ta question, qu'est-ce qui t'inspire? Ouais. Ce qui m'inspire, c'est le lieu. Ça a été toutes les images qu'on m'a présentées, hein, parce que j'avais accès à tout ça, donc ça m'inspirait beaucoup. Et puis c'est mes impressions en fait. Après je vais pas trop rentrer dans la technique, enfin tonal, ou diaphonique ou modal, enfin peu importe les mots, c'est comme en science quoi. Mais oui, il y a de la technique, hein, bien sûr. Il y a les scientifiques, il y a les chiffres, il y a
il y a les- il y a- Bah, pas pour les scientifiques qui sont avec nous aujourd'hui, enfin moins peut-être, mais il y en a il y quand a même la un peu. mesure et puis il y a la forme, quoi. C'est ça. Mais c'est la sensation. Oui, ok. C'est vraiment la sensation qui fait que, après, si on a, euh, le- si on est un peu habité par la musique, si on a une certaine expérience, et puis si on est sur des beaux projets, si on travaille avec des gens de qualité, c'est vrai que voilà, les choses, le choix va se faire. Toi, précisément, les sons, oui, comment? Par exemple, sur le son, je prends juste un exemple très concret. Bon, et la mer est très présente, et il y a 2 spécialistes de la mer, et donc la tentation. Alors au début, on s'est dit, on va pas mettre de baleines. Voilà, ça c'était les Philippe, Elisa et Marco. Après, moi, je leur propose avec baleine. Moi, ils disent, c'est pas mal. Alors j'avais trouvé sur des sites scientifiques les choses. Et, et puis finalement, quand je dis baleine, et finalement, j'étais pas très satisfait. Avec Philippe, un soir, on en discute. Il n'était pas très satisfait non plus, pas pour les mêmes raisons. Moi, je rentre, je dis, je vais essayer. Bon, et puis finalement, j'ai trouvé une solution parce qu'il y a des gens qui ont posé la question, est-ce qu'il y a des vrais sons de baleines ou pas? Alors là, on a mis la musique tout bas, donc on ne peut pas les entendre. Mais en fait, non, il n'y en a pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli une baignoire d'eau, ce que je fais jamais. En général, je prends des douches pour ce souci écologique, ou une fois tous les 2 ans, quand vraiment j'ai besoin. Mais une baignoire d'eau, un très grand tam, c'est des gongs plats, que j'ai trempé plus ou moins en frappant plus ou moins comme ceci, comme cela, avec des outils comme différents, hein, de différentes duretés. Je me suis entraîné toute une soirée. Donc j'ai trouvé les bonnes techniques pour avoir des sons qui me plaisaient. Et puis le lendemain matin, j'ai fait les enregistrements. Et après ça, voilà, je les ai installés et je les ai retravaillés. Ce qui fait qu'au final, on a des choses qui peuvent... Quelque part, on ne sait pas ce que c'est. En fait, on ne sait pas ce que c'est. Et ça me plaît bien. Ça peut être un son de baleine, oui, on peut l'entendre comme ça. Peut-être un spécialiste, il ne va pas l'entendre comme ça, mais voilà, on peut l'entendre comme ça, mais on peut l'entendre aussi comme autre chose. Mais autre chose, quoi? On ne sait pas. Là, j'ai donné la solution, mais ça se passe comme ça souvent pour beaucoup d'autres sons. Dans la démarche de recherche, ça me permet un peu de... C'est marrant parce que ce que tu dis là, ça me fait penser à d'autres questions que j'avais après, mais on va y revenir après. Je ferai le lien, mais c'est vrai que... Alors, je vais juste dire un truc. Oui, vas-y. Monsieur, je ne vous regarde pas beaucoup parce que je ne vous vois pas du tout. Et là, comme elle est éclairée, je la regarde, mais voilà, c'est à vous aussi que je réponds, hein, peut-être à vous avant tout. Du coup, voilà, on est là pour parler d'art et de science, c'est pour ça qu'on a ce panel-là ce soir. Voilà, l'idée, c'est que l'art et la science partagent quand même un peu une démarche qui est fondée sur la recherche. Patrice vient juste d'en parler, de sa recherche, démarche artistique, mais aussi de exploration des sons, exploration voilà, visuelle. Et vous, c'est pareil, qu'en tant que chercheur, vous vous recherchez, vous explorez sur vos sujets. Mais bon, dans l'imaginaire collectif, on pourrait dire que la finalité diverge en quelque sorte. Je sais qu'il y en a certains qui ne vont pas forcément être d'accord avec cette idée-là, mais c'est bien pour ça qu'on va en discuter. On pourrait dire que la science cherche à comprendre le monde et qui nous entoure, tandis que l'art invite plutôt à le réinterroger, à le revisiter notre perception de cette réalité. Selon vous, un peu, comment est-ce que, voilà, pour vous, Profondeur remet un peu en question cette notion de nature et de temps et nous perd un peu là-dedans? Vas-y. Je pense pas que l'art et la science sont fondamentalement si éloignés que ça. Je pense que les deux travaillent un peu, alors de concert, travaillent ensemble. J'ai réfléchi beaucoup à cet échange qu'on aurait aujourd'hui et je me suis dit qu'in fine, on avait quand même des visions assez similaires, on avait des objectifs assez similaires, encore plus nous qui sommes tous les deux chercheurs en sciences humaines et sociales, même si moi je viens d'un background scientifique de base, hein, je suis ingénieur, mais l'objectif de la recherche en sciences humaines et sociales, c'est de s'interroger sur des phénomènes, ce qui se passe dans la société, des choses que l'on peut observer. Et je crois que le rôle de l'art est aussi là pour permettre aux citoyens, que nous sommes tous collectivement, de pouvoir s'interroger
sur ce qu'est la société et nous permettre de faire ce pas de côté. Et alors bien évidemment, la méthode est très différente, mais au final, les objectifs peuvent être très similaires. Je prends un exemple qui est tragique, malheureusement, mais je vous donne l'exemple de cette photo, cette photographie de presse qui a été prise il y a maintenant pas loin d'une dizaine d'années, où on voit ce jeune... Et j'ai l'impression que c'est un petit Larsen. Alors, c'est Voilà, grave. où on voit ce jeune garçon de 3 ans qui s'appelait Elan, qui est... c'est peut-être que ton micro, il doit être vachement près du... Ah. Je sais pas. Je me mets plus loin. Vous m'entendez toujours? Non, mais pas... Ouais, Ah. c'est juste que ouais, c'est assez... C'est étonnant. C'est l'écho du lot qui accentue. Ouais. Ok, bon, désolé. Pour poursuivre le propos, je vais me mettre là. On va se rapprocher sinon. Les caméras, ça va pas être Ça drôle va pour les peut-être tuer caméras. les caméras. Non, mais c'est pas grave, on a des On a du techniciens de l'ombre qui vont... Donc oui, cette photo du jeune Elan là, qui avait 3 ans, cette image, elle nous a tous foudroyés, je pense. Oui. Cette image de ce jeune garçon, le nez dans le sable, décédé, un jeune Syrien décédé après avoir tenté la traversée. Et c'est cette image qui m'a donné envie, à un moment ou un autre, de travailler, moi, sur ce sujet, qui est l'émigration en mer Méditerranée. Et c'est un sujet sur lequel je me suis engagé à de multiples reprises, où j'ai participé à quelques colloques et où j'ai publié sur ces sujets-là, tout simplement parce que c'est cette image qui nous a permis à tous, société, de nous rendre compte de la réalité d'un événement qui était pourtant déjà documenté, déjà par la presse, qui était cartographié. Et la force de l'œuvre d'art, la force de l'image dans ce cas-là, mais ça peut être une image, ça peut être une musique, ça peut être une chanson. La force de l'œuvre d'art nous a permis, nous, en tant que société, de visualiser quelque chose. Et après, c'est le rôle de la recherche scientifique, en droit en l'occurrence, de s'interroger sur le statut d'un migrant, d'un naufragé en mer Méditerranée. Comment est-ce que l'on compose cela avec le scope réglementaire qui existe. Et donc, je vous prends ce petit exemple, mais enfin, ce tragique exemple, mais pour vous montrer à quel point, non, la science et l'art ne sont pas si éloignés que ça, et dont l'objectif final est de s'interroger sur le fonctionnement de notre société. Et je pense que Maë a probablement une vision similaire à la mienne. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Gabriel, parce que dans l'idée, en tout cas, personnellement, je n'écris pas une thèse en me disant je vais juste comprendre ce qui se passe dans le droit. Faire de la théorie, faire du droit, en parler pour regarder les textes de loi et se dire ok, ce texte dit cette chose. Fondamentalement, il n'y a pas tellement d'intérêt si on ne cherche pas à essayer d'explorer ce qui peut être mis en place, si c'est suffisant, ou s'il faut qu'on mette d'autres choses en place pour que ce soit plus effectif et, personnellement dans mon sujet, si ça permet une meilleure protection de l'environnement marin. Dans mon cas, il y a plein d'autres cas. Donc je suis assez d'accord avec ce que dit Gabriel. Pour moi, la science ne cherche pas juste à comprendre et elle cherche aussi à s'interroger sur la bonne effectivité de ce qu'on connaît le fait que ce soit suffisant ou pas. Ouais. Et je me permets, est-ce que vous pensez que, là on parle des sciences humaines et sociales, est-ce que vous pensez que ça s'applique aussi aux sciences dures? Quand je dis sciences dures, c'est chimie, biologie, etc. qu'on entend. Voilà, pour moi, c'est pareil, on devrait les considérer de la même manière, mais est-ce que vous pensez que ça s'applique dans les deux cas? Je disais, je pense pas que les sciences soient forcément faites pour être prises seules. Travailler sur un sujet et rester dans son champ de science, ça va avoir un intérêt pour la recherche à proprement parler, mais ça va avoir un intérêt moindre, en tout cas, pour la société dans laquelle on vit. Moi, je pense que, je prends l'exemple encore une fois du droit, parce que c'est ce que je connais le mieux. Le droit, si je prends pas en compte un peu de biologie, un peu d'éthologie, un peu d'ingénierie, un peu de sciences humaines de façon plus large aussi,
je vais pas forcément y trouver le même intérêt et le même attrait. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un ensemble de sciences, et c'est comme ça que je trouve, qu'on fait avancer la société et qu'on s'interroge sur la société, justement. Oui, alors, je développe un petit peu sur les différences. Oui, il y a des liens, mais il y a quand même des différences. Il y a des différences, c'est-à-dire que Soulages, par exemple, disait « c'est ce que je fais qui me montre ce que je cherche ». Donc, c'est ce que je fais qui me montre ce que je cherche. Vous voyez, c'est pas tout à fait la démarche de tous les scientifiques. Il y a des scientifiques qui ont découvert des choses alors même qu'ils cherchaient ailleurs. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, donc d'accord. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui cherchent quand même des choses, qui cherchent à dévoiler le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il nous apparaît. Einstein, quand il a découvert la relativité, il a découvert un gros loup, quoi. C'est-à-dire qu'il a découvert que l'espace et le temps étaient intimement liés, alors qu'avant, de tout temps, on pensait que c'était très différent. Vous voyez, alors que l'art, l'artiste, lui, va chercher, pas pour dévoiler le monde, mais simplement au contraire pour aller plutôt à la recherche du mystère du monde. Et peut-être d'ailleurs même un mystère qui sera jamais explicable. C'est pas tout à fait la même chose. Dans les deux cas, il y a recherche, mais c'est des recherches quand même souvent très différentes. Cela dit, il y a des artistes effectivement qui sont engagés, qui ont des discours. Je prends Banksy par exemple. Oui, Banksy, c'est un art engagé, c'est un art presque politique, c'est un art qui dit des choses, qui signifie des choses, qui les exprime, qui nous engage. Mais c'est très très différent de Rothko. Vous voyez, par exemple, Rothko, il utilise 3 teintes. Il ne sait pas où il va, Rothko, mais simplement par sa pratique, il finit par faire quelque chose qui le dépasse, qui nous dépasse et qui dévoile surtout un mystère supplémentaire. Vous voyez, la science ne dévoile pas des mystères, elle dévoile quelque chose du monde. Et derrière ce quelque chose du monde, il se trouve qu'il y a un autre mystère, bien sûr. Mais c'est parce qu'il y a un manque. C'est pas parce que la science l'a révélé. Vous voyez la petite subtilité quand même. Ouais, je pense que Maëlys aussi je pense à une vision un peu similaire à la mienne. Bien sûr, l'art et la science n'ont pas la même finalité, c'est évident. Nous n'avons pas la même façon, ni dans la transmission, ni dans l'expression de ce que l'on fait. Bien sûr que non. Maintenant, vous voulez... oui, bien sûr. Mais vous voulez garder une part de mystère. Nous, notre objectif, c'est de lever les mystères. Dans la science, c'est notre objectif, bien sûr, et encore plus dans les sciences dures et les sciences fondamentales, d'essayer en permanence d'aller chercher de pourquoi est-ce que les navires porte-conteneurs sont soumis à un effet qui s'appelle le roulis paramétrique, qui crée un certain nombre de pertes de conteneurs, et comment on travaille en termes de stabilité à essayer d'éviter ça. Ou, toujours dans le monde maritime, hein, mais on est dans un environnement où il y a quelques vagues. Comment se crée une vague scélérate? Pour l'instant, on n'a toujours pas la réponse. Et je suis le premier concerné pour avoir vécu une vague scélérate dans ma carrière, de savoir les dégâts que cela peut faire. Mais leur création, tout ça, nous est pour l'instant inconnu. Et il y a des chercheurs, des scientifiques, bien plus qu'avec moi sur le sujet, qui travaillent là-dessus. Bien sûr que nous, notre rôle est de lever le mystère. Bien sûr que le vôtre est de poser un mystère. Mais je pense sincèrement qu'il y a un moment ou un autre, sur ce mystère et sur ces questionnements que l'art est censé faire à la société, que ces questionnements-là, les sciences sont là pour y répondre, ou en tout cas devraient y répondre pour celles qu'elles peuvent répondre. Et ça marche en sciences politiques, ça marche en droit, ça marche en sciences humaines et sociales dans leur ensemble, en géo, en histoire. Quand on voit une œuvre d'art, quand on est confronté à une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, ça peut être de la musique, ça peut être une peinture, ça peut être cette exposition, de s'interroger sur la problématique que vous mettez en avant. Et en fait, quand on en plonge là-dedans, vous nous l'avez dit, elle n'exprime rien, elle n'exprime que ce que ça nous implique. Et en fait, nous, du coup, chercheurs, et à Maëlys et à moi, ça nous a parlé différemment et ça nous a donné d'autres envies et d'envie de libérer quelques mystères.
Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'on fait depuis qu'on est petit à l'école, de façon générale. Souvent, on va avoir une œuvre d'art au départ qu'on nous demande d'analyser. Je prends des œuvres littéraires, par exemple, mais aussi des peintures et autres. Bah, les cours de français du collège, du lycée, on nous demande d'analyser, de parler de notre ressenti, mais aussi d'analyser et d'aller un peu plus loin sur ce que cherche à éprouver sur ce qu'éprouve l'auteur, sur ce qu'il cherche à mettre en avant. Et je trouve que effectivement, il y a un mystère, mais souvent on essaie effectivement, même dans la vie de tous les jours, c'est peut-être la nature humaine, je sais pas, et on va essayer de lever le voile sur ce mystère. Et ça a un intérêt qui peut être seulement du ressenti, mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve, de se rendre compte que le mystère est aussi. Le mystère cherche à être levé. Oui, Marco, il pointait des choses qui lui semblaient être des différences fondamentales. Moi, ce qui m'intéresse, là, serait de parler de choses qui nous rapprochent beaucoup. Une chose qui nous rapproche beaucoup, c'est, je pense, la méthodologie. On émet des hypothèses. Ici, voilà, je me dis là, tous, on émet des hypothèses. Et puis, on se trompe. C'est pas grave, on reconnaît qu'on s'est trompé. Et puis, on recommence jusqu'à ce qu'on trouve finalement la solution heureuse. Et quand on travaille en collectif, on parle, ça circule. Et donc, il y a je crois, cette chose qui c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est un scientifique qui le disait, qui se sentait très proche du monde artistique pour cette raison. Hein, on n'a pas peur de se tromper, on travaille avec l'erreur. D'ailleurs, quand on fait du dessin, on travaille avec la gomme. Et puis voilà. Et puis voilà. Et quand ce que je veux dire, une chose aussi qui nous rapproche, il me semble, c'est qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques qui, par rapport au désastre écologique auquel on est confronté, le reconnaissent, c'est la majorité, et s'engagent plus ou moins. Alors ça dépend, voilà, c'est très compliqué. Et on a l'exemple d'un maître en mathématiques qui était Grothendieck, hein, qui aujourd'hui revient un petit peu à la surface. Notamment, il y a des podcasts qui ont été faits sur France Culture que je vous invite à écouter. Et puis, c'est une partie de ses œuvres est éditée ou est rééditée. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, c'était quand même un mathématicien de premier plan, Medalfield, et qui était un mandarin. Et puis, à un moment, il se pose des questions sur l'usage de la recherche fondamentale. Il était dans la recherche fondamentale mathématique, qui est dans le monde scientifique souvent considéré comme le top du top, quoi. Et il va décrocher, et notamment sur l'usage qu'on fait de cette recherche fondamentale pour fabriquer des armes de guerre. Lui, ce qui l'avait bousculé, on est à l'époque de la guerre du Vietnam, il s'aperçoit qu'effectivement on utilise voilà, le fruit de ces recherches pour faire des armes qui font ce qu'elles font. Et de là, il élargit sa réflexion aux atteintes au monde du vivant, et finalement, il va décider de faire autre chose que de la recherche fondamentale. Bon, après ça, c'est une très longue histoire, mais voilà. Mais aujourd'hui, le rapport du GIEC, bon, là, c'est des scientifiques, c'est pas des plasticiens ou des musiciens ou des écrivains qui font ce rapport. Et on se retrouve quand même, voilà, très proche. Non, mais il y a effectivement, de toute façon, ce qui nous rapproche, évidemment, la recherche, ça c'est clair, c'est ce qu'on avait dit dès le départ, hein, la recherche nous rassemble, et ce qui fait qu'on diverge, c'est le pourquoi de cette recherche. Ça c'est clair, mais c'est pas grave, c'est très bien. Il faut des différences, hein, faut pas chercher à tout fusionner. Moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que l'artiste aussi peut créer des ponts, comme le scientifique. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement, aujourd'hui, on est à une époque où les sciences, effectivement, sont cloisonnées, mais il y a aussi l'émergence de lecture du monde, de lecture scientifique qui rassemble les départements scientifiques. Je pense par exemple à la théorie du chaos qui met ensemble, hein, justement, la mécanique des fluides, mais certains départements de sciences molles, enfin de sciences humaines, où on s'est aperçu que effectivement des mouvements de foule ou des mouvements des tourneaux ressemblaient étrangement à des mouvements. Voilà, il y a des vagues scélérates dans des grands nuages des tourneaux, par exemple.
Et justement, pour revenir à profondeur, c'est ce qu'on a un peu essayé de faire. C'est-à-dire qu'au départ, de partir d'une idée où on avait une vague idée comme ça de raconter l'eau, la mer, on en est venu à faire, vous voyez, une espèce d'œuvre qui parle des flux et des fluides en général. Et les flux, eh bien, c'est tout autant un mouvement de foule que la structure d'un nuage qui est chaotique parce qu'on n'arrive pas à lire l'enchaînement causal en fait qui a été à l'œuvre dans sa construction. C'est ça ce qui définit le chaos, ce qu'on appelle les phénomènes dissipatifs. Et ça, c'est la vie. C'est ça la vie, en fait. La vie, elle n'est pas ordonnée, elle n'est pas faite, elle n'est pas déterminée d'une manière construite comme on l'a longtemps cru dans l'histoire. On découvre aujourd'hui que tout est régi en fait par les phénomènes complexes qu'on appelle complexes, et on a essayé nous d'en faire quelque chose de non pas d'explicatif justement, mais simplement de suggestif. Suggérer ça, que le flux nous échappe et que c'est à chacun de retrouver un dialogue avec ce flux général. Et je voudrais compléter un peu tout ce que vous avez pu dire là. Il y a aussi le fait que l'art peut être aussi parfois au service de la science, notamment dans des actions de médiation scientifique. Et je trouve que justement, c'est ce moment-là aussi, souvent on fait le lien. Et je fais le lien notamment un petit peu avec vous, ce que vous faites comme action de médiation scientifique. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas les mêmes capacités techniques que Lucilum, vous avez essayé un peu de recréer une ambiance en fait de fond marin lors de vos médiations. Et vous utilisez en fait l'approche sensorielle dans vos médiations pour justement un petit peu, changer la perception du vote public. Et vous pouvez juste nous en parler un peu et de comment est-ce que vous avez imaginé ça, de cette médiation-là, que vous avez faite il n'y a pas très longtemps à la Fête de la Science d'ailleurs. Ouais, c'est un projet qu'on a monté, Maëlys et moi, il y a maintenant 1 an et demi. 2 ans même. 2 ans, et bah, que le temps passe vite. Où en fait, donc on a essayé de plonger des visiteurs dans le cadre d'abord de la Nuit Blanche des chercheurs de l'Université de Nantes, puis de la Fête de la Science très récemment, où on a essayé de plonger des visiteurs dans un monde immersif. On leur a dit bienvenue sous l'océan. Bienvenue sous l'océan, on a créé, alors avec beaucoup moins de réussite que cela, clairement, mais on les a emmenés dans un monde où on était un peu dans cette ambiance-là, toute bleue, avec des images des baleines qui passent devant et des sons de baleines. Alors là, par contre, il y en avait beaucoup, des sons de baleines. Je remercie ma collègue qui est très fan de ces sons-là. Mais on les a emmenés dans cet univers pour leur expliquer l'impact des navires sur les cétacés et entre guillemets l'impact sonore des navires sur les cétacés et comment est-ce que le droit s'emparait de cette question et on a essayé d'amener les spectateurs dans une histoire très pluridisciplinaire qui mettait en avant nos différentes qualités, toi plus en bio, moi plus en ingé et en tant que marin, et après bien sûr une grosse part juridique parce que c'est notre thèse aujourd'hui, nos thèses collectives, mais donc voilà, je pense sincèrement que le monde immersif certes est utilisé de plus en plus parce qu'il a vraiment un impact pour les spectateurs. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, ça a plutôt bien fonctionné. On avait beaucoup de monde, mais c'est surtout que les gens se prêtaient au jeu, étaient contents de rentrer dans cette ambiance marine où vous voyez une baleine qui passe au loin, où vous entendez des sons de baleine. Alors effectivement, je reconnais qu'au bout de 5 heures, c'est long d'entendre des baleines. Mais après, ce qu'on faisait et ce qui était assez intéressant, c'était de faire écouter des sons justement aux gens, des sons qui étaient pris sous l'eau réellement. Et on leur demandait ce que c'était. Et on se rendait compte que les gens, mais comme nous d'ailleurs, la première fois qu'on les a écoutés, on se rend pas forcément compte du bruit que va faire quelque chose d'assez anodin, comme un éclair par exemple, quand vous l'écoutez depuis sous l'eau. Depuis, je sais plus, c'était à 200 mètres sous l'eau, 100 mètres, ouais, une centaine de mètres sous l'eau. Donc c'était assez intéressant parce qu'on a eu des publics très très jeunes, des publics beaucoup plus âgés aussi, et les gens ont tous le même discours, vont penser par exemple, je reprends l'exemple de l'éclair, un bruit de missile, on a même entendu une baleine qui saute dans l'eau. Bon,
Voilà, mais on se rend compte que c'est quelque chose de très étouffé et c'est marrant cette sensation, justement, cette recherche de comprendre ce qu'elles sont pour ensuite voir ce qui en découle. L'objectif dans lequel on s'était mis, on est parti d'un postulat simple et que je pense vous partagez tous autour dans cette salle. Si je commence à ouvrir des bouquins de droit et à vous réciter article par article le fonctionnement du droit public international maritime, je pense que je vais vite vous perdre. Et on allait vite perdre les différents publics, surtout des scolaires de 6e, de 5e qui sont venus nous voir. Et donc l'objectif était vraiment de comprendre comment est-ce qu'on pouvait mettre les visiteurs, comment est-ce qu'on pouvait leur faire percevoir la problématique. C'était ça aussi la première partie du sujet, c'était de leur faire percevoir la problématique. Donc c'est pour ça qu'on faisait écouter des sons, c'est pour ça qu'on travaillait sur l'utilité des sons pour les cétacés, et je laisserai Maëlys développer là-dessus parce que là ça sort dans mon champ de compétences, mais de savoir comment est-ce que les sons se propageaient sous l'eau, de comprendre la perception des sons sous l'eau, et après d'emmener les spectateurs et les visiteurs vers une réflexion juridique sur ce qui existe, qui existait dans le passé, et ce qui devrait exister dans le futur peut-être, et d'essayer de travailler là-dessus, et parce que c'est ça la recherche en droit, c'est de s'interroger au vu du corpus juridique qui existe, comment est-ce que soit on l'améliore, ou comment est-ce qu'on lève les flous qui existent dans les corpus juridiques existants. Oui, et voilà. Et l'idée, c'était de se dire aussi, ok, il y a des sons sous l'eau. Voilà. La mer n'est pas un espace de silence comme ça avait pu être indiqué par certaines personnes. La mer est un grand bruit, un grand brouhaha. L'idée, c'est que effectivement, on prend l'exemple du cétacé parce que on a tous en tête Flipper le dauphin, Sauver Willy, etc. Les cétacés vont faire des bruits, vont les utiliser les bruits pour plein de choses, pour chasser, pour communiquer, pour se reproduire, etc., etc. Mais nous aussi, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, on a un impact, notamment par le biais justement du transport maritime, qui est quand même le premier transport mondial. On a un impact sonore. Et cet impact sonore, on n'en a pas forcément conscience à la première impression. Et c'était là-dessus qu'on voulait travailler. L'idée, c'était de se dire, l'homme a un impact. Il y a un impact anthropique de nos activités sur la mer. Et c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce qui est mis en place pour limiter cet impact quand il devient trop dérangeant pour le reste des espèces. C'était là-dessus qu'on a amené le spectateur lors de notre présentation, lors de notre atelier. Et donc après, on le faisait se mettre à la place du législateur. On lui donnait des textes de loi, qui sont des textes écrits, et on lui demandait, d'après vous, ce texte a été écrit quand ? À quel moment et dans quel contexte? Et c'était là que ça devenait intéressant, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent super spontanées, super logiques, et qui en fait n'ont jamais été mises en place. Et inversement. Donc c'est là-dessus que ça devenait intéressant, et c'est là-dessus qu'on pouvait un peu faire réfléchir, amener le spectateur à devenir législateur, d'une certaine façon. Et je pense qu'un peu comme vous, artistes, vous étudiez pas votre sujet que sur un prisme. Nous, on a essayé vraiment de l'aborder sur tous les prismes possibles, de sciences dures, de biologie, de physique, de physique des ondes, de sciences de l'ingénieur sur d'où vient le bruit sur un navire, la cavitation, etc., etc. Et aussi d'un point de vue géopolitique, juridique, relations internationales, parce qu'en fait tout ça joue énormément dans la création du corpus réglementaire. Et donc je pense que là-dessus, on se rejoint peut-être un peu sur notre vision très... Alors, moi je vais dire pluridisciplinaire, vous allez probablement utiliser un autre terme, mais avec ces différents prismes de vision. Et en fait, dans cette exposition-là, on a l'aspect visuel, on a un aspect de mouvement, on a la musique que vous avez composée, et en fait tout ça vous permet de rentrer dans cette installation et de vous y plonger complètement. Et en fait, le droit, ça doit être utilisé de la même manière. Il faut toutes ces disciplines, tous ces moyens-là pour bien comprendre. Il faut même de l'histoire pour comprendre le droit. Ne pas
s'intéresser, et là je regarde quelqu'un dans le public, mais ne pas s'intéresser à l'histoire du droit, c'est ne pas comprendre qu'est-ce qui nous a fait à l'instant T où on a créé cette règle, quel était le contexte et le cadre dans lequel la règle a été créée. Et donc en fait, c'est de ces différents prismes que nous on étudie notre discipline et le droit. Sur les, alors, je reviens sur notre domaine, Bien sûr. mais aussi sur les complémentarités, quoi. C'est-à-dire que Oui. je pense que par exemple une équipe comme la nôtre, on fait un travail artistique, mais la science nous intéresse. Alors on le prend à notre niveau, hein, avec les connaissances qu'on avait, on lit, on écoute, on va à des conférences, voilà, ça nous intéresse. Et je pense que beaucoup de scientifiques s'intéressent à l'art. Et puis, de toute façon, il ne faut pas oublier que nous, par exemple, moi, musicien, j'utilise des instruments extrêmement élaborés. De toute façon, j'ai une guitare, un piano, un violon, une guimbarde. Tout ça, c'est des instruments qui sont très élaborés grâce au monde scientifique. Hein, Pythagore, on remonte à Pythagore, et puis voilà, les théories musicales aussi. Donc, merci aux chercheurs qui nous donnent tous ces outils. Et les chercheurs, les sachants, à toutes les époques, ils ont eu besoin des artistes. Ici, on est dans une collégiale, mais il ne faut pas oublier que je ne connais pas bien l'histoire très ancienne de ce lieu, mais que beaucoup d'églises étaient recouvertes d'images. C'est-à-dire que les sachants de l'époque avaient besoin de l'image pour faire passer leur message, pas seulement les sermons. Et souvent, les choses passaient beaucoup mieux. Bon, si on va à Saint-Pierre de Rome, on voit, la chapelle Sixtine, c'est des images. Les plus grands artistes étaient... alors, c'est souvent des collaborations pas très simples, mais elles existent depuis très longtemps. Et elles existent toujours. Et nous, on est là. Je voudrais juste dire une dernière chose. Non, Alors, ça, c'est une généralité. Hein, je pense, c'est peut-être pas très intéressant. Mais pour revenir à mes petites histoires, c'est que alors, la musique, c'est abstrait. C'est ce que disait Marco. Et ma musique, elle est abstraite. C'est-à-dire que j'ai pas cherché, et on était tous d'accord là-dessus, à imiter la nature. Donc on n'a pas Bien sûr, il y a des sons marins, mais ils sont plus implicites qu'explicites. Par moments, on entend des choses, oui. Par moments, on peut imaginer que c'est ces voix de femmes. Enfin, c'est des voix qui sont effectivement des voix féminines. Voilà, on pense aux sirènes, parce que voilà, il y a l'Odyssée, les sirènes. On a tous ça en tête, mais voilà, je reste quand même je crée une distance. Hein, c'est-à-dire que voilà, moi je suis spectateur de tout ça et ce qu'on entend c'est ça, quoi. C'est pas une imitation. Je continue. Non, parce il faut aussi faire la différence entre l'art et les arts appliqués. C'est-à-dire que les arts appliqués, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est justement l'art au service de la science. Par exemple. Ça, c'est les arts appliqués. L'art au service de la religion, c'est des arts appliqués. L'architecture, alors aujourd'hui, non. Il y a certaines architectures qui sont moins des arts appliqués que d'autres. Vous voyez, Franck Gehry, c'est un peu moins l'architecture appliquée qu'un pont, par exemple, que le pont de Millau, qui est vraiment fait pour être le moins cher possible, le plus solide possible, qui doit résister au vent, il doit répondre à 15 000 normes. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle un ouvrage d'art, mais c'est de l'art appliqué. Vous voyez. Quand Soulages fait une toile, non, c'est pas de l'art appliqué, c'est de l'art pour l'art, c'est-à-dire qu'il cherche, il sait pas ce qu'il va, il sait même pas ce qu'il cherche, et c'est ce qu'il cherche qui va faire qu'il va trouver quelque chose. Et il va définir ce qu'il cherche. Il va définir ce qu'il aura trouvé une fois qu'il aura cherché, vous voyez. Alors, l'art au service de la science, ça donne des choses magnifiques. Par exemple, moi, j'avais visité une expo au Muséum d'Histoire naturelle à Paris, et qui, à un moment donné, alors c'était un parcours immersif, et ça nous donnait à voir comment voyaient les animaux, comment ils communiquaient entre eux, etc. Donc, très bien fait.
Et par exemple, à un moment donné, on est dans un espace et on voit comme une chauve-souris. Voilà. Alors, la chauve-souris ne voit pas, elle envoie 200 petits bruits à la seconde, et ces bruits lui reviennent, et elle les analyse, ça va à son cerveau, et avec ça, elle voit la distance des éléments. Donc on rentrait dans un espace où c'était fait avec des points et des lignes, et toutes les lignes que l'on voyait, en fait, c'était comme des ondes que moi, visiteur, j'envoie dans une grotte, par exemple, et me vient en retour ces lignes déformées en fonction de mon déplacement. C'est assez intéressant parce que c'est de l'art appliqué, mais c'est en même temps très très beau, c'est poétique, et en plus ça me fait complètement partir en rêverie sur ah oui, voilà, la chauve-souris, elle perçoit le monde comme ça. Donc là, je reviens à la phénoménologie de tout à l'heure. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable parce que comprendre l'animal, se mettre un instant à la place de l'animal, nous réconcilie aussi avec lui, avec la nature, et du coup nous fait questionner sur voilà, pourquoi l'humain serait forcément absolument plus supérieur à l'animal. Enfin, toutes ces questions comme ça de genre qu'on se pose aujourd'hui. Mais donc voilà, quand l'art est au service de la science, enfin quand science et art dialoguent à ce point-là, effectivement, ça donne des choses nouvelles, des questionnements nouveaux, des rapports au monde différents. Et là, on rentre effectivement dans une forme de science humaine où les arts appliqués et la science se retrouvent. Et je voulais juste un petit peu... Moi, ma question, c'était en fait, finalement, on dit que l'art peut être au service de la science, et finalement, la science, elle peut être aussi un peu au service de l'art, puisque dans les images qu'on a tout autour de nous, vous avez utilisé des images scientifiques. Oui, et puis de toute façon, j'en reviens à ce que disait Patrice tout à l'heure. Moi, je lis énormément d'ouvrages scientifiques. Pourquoi ? Pas parce que j'ai envie de comprendre le monde, mais simplement, c'est un terreau formidable. J'ai été invité à descendre dans le CERN à Genève, là, dans le grand accélérateur, parce qu'il l'ouvre tous les 5 ans. Il y avait une fenêtre, on m'y a invité. C'est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'on descend dans la grande cathédrale d'aujourd'hui de l'humanité, d'une certaine manière. C'est un outil complètement extraordinaire qui a été fait par des scientifiques qui parlent, au CERN de Genève, ils parlent 250 langues. Il y a 250 langues qui sont parlées différemment, mais ils parlent tous l'anglais et les langages mathématiques et de physiciens. Donc on est dans une espèce de cathédrale à la fois du savoir et du dévoilement du monde. Et en tant qu'artiste et créateur, on peut être que comment dire, saisi, vous voyez, par cette force-là, quoi. Et quand on regarde les étoiles, de toute façon, alors on peut regarder les étoiles d'une manière totalement ignorante, et on peut aussi regarder le cosmos à la manière du sachant. Et c'est pas le même cosmos, mais les deux à un moment donné se rejoignent dans le sublime, parce que la science effectivement ne fait que repousser le mystère. On en parlait tout à l'heure, la science dévoile, mais c'est que pour mieux repousser le mystère. Donc de toute façon, la science augmente d'une certaine manière le mystère, et ça c'est forcément du pain béni pour l'artiste. J'ai juste une question de chat. Ah, ouais, tu voulais compléter ? Ouais, vas-y. Et après, je pose ma question de chat. L'accélérateur de particules du CERN, j'ai eu aussi l'opportunité de le visiter. Et ce qui est... Oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a eu le même sentiment. C'est-à-dire que moi, j'ai vu ça comme une œuvre d'art. Aussi fou que ça puisse être, mais même pour moi, un G, se dire que, ok... là-dedans, on est à la création de l'univers. Ils sont allés chercher le boson de Higgs, quand même, dans cet accélérateur de particules. J'ai eu le même sentiment de me dire, je suis dans quelque chose d'artistique, je suis dans une œuvre d'art, alors que ça appliqué, bien sûr, attention. Mais attention, mais voilà, comme quoi, et scientifique et artiste, on peut des fois avoir le même sentiment, le même ressentiment en tout cas dans ce genre d'ouvrage. Ah oui, bon, je vais jamais réussir à poser ma question. Oui, on est en jeu, parce que là, on parle c'est une œuvre d'art involontaire, mais ici, on a le château du roi René. Bon, qu'est-ce que c'est ? C'est pas quelque chose de très gai, en fait, c'est des fortifications. Il n'était pas bon de s'y frotter si on était des rivaux. Hein. D'ailleurs, il était tellement impressionnant qu'il n'a jamais été attaqué. Donc, il a servi comme force de dissuasion. C'est vrai que quand les touristes viennent, ils voient une œuvre d'art
importante, une grande œuvre d'art. Les bâtiments religieux, ils n'ont pas été faits pour faire une œuvre d'art. Ils avaient des fonctionnalités très précises. Eh bien, voilà, aujourd'hui, je pense, en France, la majorité des gens ne sont plus croyants, mais ces lieux sont extrêmement visités. Quand Notre-Dame brûle, il y a une levée de fonds internationale énorme pour reconstruire ce lieu qui était un lieu fonctionnel, pour le reconstruire au mieux. Puis, je rebondis, c'est intéressant. Non, mais puis on dit souvent, tu sais, la nature est une grande artiste. Donc de toute façon, ce qui fait aussi la beauté, parfois, c'est la fonction. Si on regarde une aile de libellule et qu'on se laisse aller à la simple contemplation de ce qui a amené à la solidité, à la fois la fragilité, la liberté d'une aile de libellule ou de papillon, c'est complètement extraordinaire. C'est-à-dire que la nature a fait en sorte qu'il y ait le minimum de matériaux, le maximum de résistance, minimum de poids, et en même temps le maximum d'élasticité et de ductilité pour que tout ça tienne avec un certain poids et puisse voler. Et là, on ne peut que être fasciné et avoir là le regard effectivement de l'artiste et de l'aventure créative qui a mené à un objet aussi extraordinaire. Et on a la même sensation effectivement avec une architecture romane d'une pureté extrême ou avec un pont. Un simple pont peut être très très beau. J'ai trop de micros maintenant. Non, il y avait juste une question qui est un peu plus technique par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les zones, la pollution sonore sous l'océan. Est-ce qu'il y a déjà des retours d'impact sur l'évolution de la biodiversité dans les zones qui sont concernées justement par cet impact sonore ou pas? Ou vous n'avez pas de données à ce niveau-là? En fait, il y a une problématique. Vas-y. J'essaierai de répondre réponds à la question. Mais il y a une problématique qui est que malheureusement, ces questionnements, on les a eus que depuis très peu de temps. D'accord. Et je laisserai Maëlys développer un peu plus, que là, c'est clairement dans son scope. Mais le transport maritime est lui existant depuis des millénaires. Alors, dans l'état dans lequel il est, avec les machines thermiques, etc., c'est plus récent, certes. Mais la notion même d'imaginer que le bruit puisse être une pollution, c'est quelque chose de très récent. Et donc, forcément, on n'a pas pour l'instant de vision. Alors, on a, et je laisserai Maë expliquer ça, mais on a des points où il y a eu des expérimentations pour réduire le bruit, pour voir l'impact que ça pourrait avoir. Mais de l'impact qu'a le bruit, en fait, on ne peut pas le mesurer parce que de toute façon, le transport maritime est déjà existant. Déjà, il faut se dire qu'on a intégré que le bruit était une pollution sonore en droit dans les années 2000. Avant ça, le bruit n'était pas considéré comme une source de pollution. Donc à partir de là, quand on sait que c'est en 2008 qu'on a eu la première directive qui a parlé de la pollution, du bruit comme une pollution, on peut se dire que ça a été mis en place assez tard déjà de base. Après ça, sur la question à proprement parler que tu posais, Maïna, on a des zones où on a essayé de réduire le bruit dans des zones. Je pense notamment à Pélagos, par exemple, qui est un sanctuaire en Méditerranée. Alors, on n'a pas essayé de réduire le bruit, mais on a essayé de réduire le dérangement aux cétacés, le rapport qu'on avait aux cétacés. Donc, en essayant d'éviter que des navires plaisanciers se rapprochent trop de ces animaux et leur laissent une libre circulation. Derrière, on ne peut pas forcément, pour le moment, avec les outils juridiques qu'on a, mettre en place quelque chose de suffisamment contraignant pour tout le transport maritime. Donc, j'ai pas connaissance d'une étude, en tout cas, qui démontrerait de façon purement scientifique que les animaux dans cette zone-là sont moins impactés parce que le transport est moins présent, parce que le bruit est moins présent, parce que en fait, il n'y a pas de zone vraiment sujette à ces problématiques, en tout cas aussi protégée que ça.
Et pour rebondir là-dessus, Pélagos, c'est un très bel outil, hein. Pélagos, c'est un accord tripartite entre la France, l'Italie et Monaco qui détermine un espèce de grand triangle, hein, on peut l'appeler comme ça, un sanctuaire de cétacés dans une zone qui englobe le nord de la Sardaigne, les îles d'Hyères à l'ouest, donc qui prend toute la Corse et qui remonte comme ça à l'est vers l'Italie, qui passe par l'île d'Elbe, etc. Oui, bah c'est un super outil. Mais il n'y a rien derrière. C'est-à-dire qu'il y a très peu de coercition, voire quasiment inexistante. Sur les navires de commerce, c'est inapplicable au possible. Il y a un super logiciel. Alors là, le logiciel, il est bien. Il s'appelle REP7, report de cétacés. Et voilà. C'est un logiciel super pour, je pense, pour les scientifiques derrière qui ont la possibilité de lire les informations et de dire, bah, nous, marins, on a repéré un cétacé à tel endroit. Mais l'objectif initial du logiciel, c'était de faire en sorte que les navires adaptent leur conduite quand ils seraient dans une zone à risque de rencontrer un cétacé. Ouais, alors cette partie-là n'étant pas coercitive, malheureusement, il n'y a aucun navire qui a changé le moindre du monde son comportement. Mais quand je vous dis, c'est pas juste un navire qui ne le respecte pas. Sur tous les navires qui sont obligés légalement d'emporter ce système REP7, il n'y en a eu aucun sur les dizaines de milliers de zones de danger traversées par ces navires-là. Aucun n'a jamais adapté son comportement. Tout simplement pourquoi ? Parce que il y a des contraintes commerciales, il y a des contraintes aussi écologiques d'une certaine manière, parce que en rallongeant le temps de trajet, du coup, on augmente la consommation du navire, etc., etc. Et donc en fait, on se retrouve dans un environnement de contraintes et où malheureusement, quand dans cette situation-là, il faudrait des amendes, il faudrait une coercition, et qu'aujourd'hui, alors juridiquement, c'est impossible d'être mis en place. En tout cas, ça ne l'est pas. Ça pourrait être mis en place, mais ça ne l'est pas. Et puis, il n'y a pas de contrôle, en fait, tout simplement. Il n'y a pas suffisamment de personnes pour contrôler. Et il y a autre chose qu'on oublie un peu. Là, on parle des cétacés, notamment. Les animaux marins, pas tous, mais une grande partie, sont mobiles. Donc, protéger une zone à un endroit particulier, si on protège pas du tout la zone complètement adjacente, ça n'a pas véritablement de sens parce que l'animal va bouger en fait d'une zone à l'autre. Donc il faut qu'il y ait, si on veut mettre quelque chose de vraiment effectif en place, il faut que ce soit quelque chose qui soit sur une grande distance, voire même sur la mer de façon générale. Oui, ou alors peut-être créer des dispositifs qui permettraient une approche plus écologique de l'évitement. Parce que qu'est-ce qui est le plus écologique ? Déplacer un porte-container de 6000 containers, le faire un détour parce qu'il y a 3 cétacés, ou plutôt mettre un collier sur ces cétacés qui vont prévenir qu'il y a les porte-containers et que le cétacé se bouge. Vous voyez, c'est un petit peu comme c'est le syndrome là, de la voiture et du piéton en ville. C'est-à-dire que la voiture va freiner pour laisser passer un piéton, elle va redémarrer. Vous voyez le bilan carbone. Alors que le piéton, il s'arrête. Le bilan carbone, c'est 0,001. La voiture pile, bonjour, redémarrage, recarbone. Vous voyez. Donc en fait, c'est pas parce que l'humain, effectivement, est en train c'est le syndrome de l'algue verte, si vous voulez. C'est vrai que c'est pas parce que l'humain, il est trop nombreux qu'il faut absolument que ce soit à lui de complètement s'adapter. Il va falloir qu'il trouve des outils pour que on vive ensemble, mais c'est pas forcément au porte-container de faire du zigzag vous voyez, dans l'océan Atlantique. Peut-être, mais c'est pas sûr. Mais là, tu touches autre chose aussi, c'est que tu touches à quelque chose qui est en train d'être, qui est de plus en plus reconnu aussi, c'est à la sensibilité animale, de façon plus large. Bon, ton exemple était un peu gros, je pense que c'était fait exprès, l'idée de tirer, d'avoir un collier pour tirer sur les animaux pour pas qu'ils soient... Non, pas tirer. D'accord. Non, l'animal a un collier, il est prévenu. Et il bouge, mais il du bouge coup, simplement, bien sûr. exactement comme l'humain, lui aussi, il a des signaux, il a un portable, il va pleuvoir, je sors pas. Je veux dire, on a une interactivité par rapport au monde. Le problème, c'est l'humain est de plus en plus nombreux, la mer est de plus en plus petite, d'une certaine manière. Comment on fait Oui. Donc, il y a ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il n'y a
n'y a pas qu'une solution, à mon avis, il y en a beaucoup en fonction des contextes. Mais je suis évidemment contre le scooter de mer qui va faire chier les dauphins. Enfin, ça, c'est sûr. Non, mais j'avais bien compris le Interdire les propos. scooters de mer, on est bien d'accord. J'avais bien compris le propos dans l'idée. Après, en fait, ce qui est intéressant aussi de se rendre compte, c'est qu'il y a déjà des conventions qui sont en place, des conventions internationales, et qui déroger, ça veut dire aussi modifier ces conventions, ça veut dire risquer que les États soient plus d'accord avec la nouvelle convention qui va être mise en place. On le voit dans plein de traités, on le voit, je pense notamment à un traité qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, le traité BBNJ, donc qui était un traité pour la protection de la haute mer. Au départ, il était ultra contraignant ce traité, dans la première version. En fait, avec les réflexions, avec les discussions entre États, etc., on s'est rendu compte que plus ça allait, moins le traité était contraignant. Et donc maintenant, quand on le lit, alors il y a des choses contraignantes dedans, c'est quand même une grande avancée, mais il est quand même beaucoup plus large, vague sur certains points. Je pense aussi à des directives de façon générale qu'on va avoir au niveau international où on vous dit il faudrait réduire le bruit sous-marin. Bon, c'est écrit noir sur blanc. Il faudrait réduire le bruit sous-marin. C'est un peu complexe parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, effectivement, il y a ce qu'il faudrait faire pour l'environnement de façon générale, pour la planète de façon générale, mais il y a aussi ce que les États sont prêts à faire. Et il faut qu'il n'y ait pas un seul État qui soit prêt à le faire, mais il faut qu'il y ait une coercition d'États. C'est là que ça peut devenir complexe. Et en fait, on est confronté, dans le monde maritime, on est confronté à une réalité qui est l'internationalisation de l'espace. C'est-à-dire que l'espace maritime est de fait international. C'est-à-dire que les eaux territoriales françaises s'arrêtent à grosso modo 22 km de la côte. À partir de tout le reste, ce sont des eaux internationales, où donc le droit de chaque pays, de chaque État du pavillon, prime sur tout le reste. À partir de ça, il faut donc qu'il y ait un accord au niveau international, et il y a des pays qui n'ont pas d'avantage économique ou financier à accepter le fait de protéger telle ou telle espèce, ou le fait, dans le cadre de BBNJ, de protéger la biodiversité en haute mer. BBNJ, moi, alors, tu dis qu'il y a encore des choses coercitives dedans. Ouais, il n'y a plus grand-chose. BBNJ, ça partait avec des grandes volontés de faire des grands textes internationaux pour protéger la haute mer. Oui, bon, aujourd'hui, on a quoi? Une obligation d'étude d'impact, une obligation pour les chercheurs de partager les données biologiques et génétiques de la haute mer, et c'est à peu près tout. Et voilà, fin de l'histoire de BBNJ, quoi. Donc, on nous le vend comme un traité qui protège la biodiversité en haute mer. Bon, au final, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'on est confronté à des relations internationales, une obligation financière de certains pays qui tirent en arrière, et à raison de leur côté. Je peux comprendre leur position. Mais en fait, on est confronté à ça dans le monde du droit de la mer. Et d'ailleurs, Gabriel, tu me contrediras pas là-dessus. Il y a aussi un adage dans la mer de façon générale, c'est que la mer est un espace libre en fait. C'est le principe, c'est la liberté de navigation, c'est le principe depuis le XVIe siècle, c'est ça? Même avant? Le XVe siècle, Grotius de mémoire. Qui dit ça. La mer est un espace libre, c'est quelque chose qui est communément admis, ça. Vous avez votre permis bateau, vous pouvez aller vous balader en mer. Voilà. Donc c'est compliqué. Ça peut devenir compliqué aussi sur ces points-là. Le principe est, effectivement, comme l'a dit Maëlys, le principe de liberté de la navigation, c'est un principe fondamental du droit de la mer et du droit maritime. Alors, Maëlys fait du droit de la mer, c'est du droit des espaces maritimes. Moi, je fais du droit maritime, c'est du droit qui est applicable aux navires et aux États. Mais le principe de mare liberum, la mer est libre, c'est un principe fondamental et qui, pour nous les marins, est absolument fondamental. Contrairement dans l'aérien où vous avez un contrôle du trafic aérien, vous avez des routes aériennes à suivre, vous avez des plans de vol à déposer, vous avez des autorisations à avoir, etc. Nous, dans le monde maritime, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous, demain, vous prenez un bateau, vous partez, vous n'avez pas de demande à faire, vous n'avez pas de contrôle à faire, etc. Une fois qu'on a quitté le port, vous faites absolument ce que vous voulez. C'est le principe de liberté de la navigation qui est en place depuis des millénaires parce que la mer est, de base, un espace d'échange, de commerce, de voyage, de migration aussi, d'ailleurs. Et donc, ce principe-là de liberté de la navigation, il est primordial.
Alors, la Manche, c'est un espace très particulier, mais soumis à ce qu'on appelle un dispositif de séparation du trafic, parce qu'il y a des risques maritimes. Mais le DST, il a été admis au niveau international. Je voulais te Je poser... voulais simplement dire qu'il est possible que dans l'avenir, ce soit plus le cas. Parce que quand il y aura 10 fois plus de porte-containers, on commencera à faire des couloirs maritimes comme il y a des couloirs aériens. Oui, ça... Oui, je voulais te poser une question, donc tu me corriges si je dis des sottises, mais en France, souvent sur la question écologique, on se dit voilà, on est tout petit, on ne peut pas faire grand-chose, et ça permet de déporter un certain nombre de questionnements, d'actions surtout. Il me semble que le domaine maritime français est considérable. La zone économique exclusive française est considérable. La France a la deuxième zone économique exclusive française. Mais malheureusement, une zone économique exclusive n'est pas une zone de souveraineté d'un État. L'État, en ZEE, n'a la souveraineté que sur les ressources biologiques et halieutiques des fonds marins et de la colonne d'eau. Donc ça veut dire que la navigation en elle-même n'est pas contrôlée par l'État français, même dans la ZEE. C'est-à-dire que dans la ZEE, la seule chose qui est contrôlée, c'est l'exploitation et la préservation des ressources biologiques, minérales, donc des ressources purement. Mais la navigation en elle-même, même dans la ZEE, est complètement libre et à la disposition des États. C'est ça, c'est que tu vas pouvoir avoir, par exemple, une restriction sur la pêche dans cette zone-là, mais tu vas pas pouvoir avoir forcément une restriction sur la vitesse des navires. C'est toute la différence, c'est qu'il y a quand même cette liberté de navigation à partir du moment où tu es un navire qui n'est pas armé. Il y a tout ce principe-là. Oui. Parce qu'il y a quand même les restrictions liées à la guerre. Bon, alors, Non, on vous entend pas, ouais, donc si vous échangez comme ça, personne ne vous entendra. C'est encore différent, en fait. Il y a vraiment plein de choses en lien avec ça, mais en tout cas, dans cette ZEE, pour revenir à ce que disait Gabriel, dans la ZEE, de la zone économique exclusive, ça va être effectivement l'exploitation des ressources marines. Donc, c'est là-dessus que la France a une certaine souveraineté, mais elle ne va pas avoir une souveraineté sur la vitesse des navires, etc., etc. Je vois le temps passer et donc du coup je vais peut-être vous arrêter sur cet échange très intéressant. Si vous avez des questions dans le public, si vous pouvez y réfléchir et lever la main, je vous vois. Donc là, je vous vois très bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je vais me lever pour vous donner un micro. Sinon, on peut continuer, mais n'hésitez pas à poser des questions. On est preneur puisqu'on va bientôt conclure cet échange. Moi, j'ai quand même une question un peu plus générale pour revenir sur le côté art et sciences, qu'on a vachement divergé quand même. Comment est-ce que, d'après vous, on pourrait utiliser l'art comme... là, on parle depuis tout à l'heure de la juridiction autour de la protection des espaces marines sensibles et du droit maritime, etc. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'art et comment, voilà, même si Profondeur n'a pas vocation à sensibiliser à ce sujet-là, comment est-ce que l'art pourrait être utilisé au service de la science pour justement permettre aux gens, au public, de mieux, d'être plus sensible justement à ces questions-là et de se sensibiliser malgré toutes les juridictions, juges, etc. Voilà, je vous laisse. Je pense que l'art, par essence, est fait pour... comme l'art est fait pour revenir à nous-mêmes, il est fait pour... comment dire, pour quitter le royaume du dur, le royaume, par exemple, de la consommation. Je pense que si une œuvre d'art est réussie et qu'elle nous permet de nouveau d'admirer ce qui est beau, ce qui est naturel dans la nature, peut-être qu'à un moment donné, on se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller prendre un avion et d'aller voir du beau à 10 000 km alors que oui, un artiste, une œuvre d'art m'a montré que le beau est partout, le beau est dans mon jardin, le beau est peut-être même dans mon escalier. Donc déjà en soi, cet art-là, il me semble profondément écologique parce qu'on est dans un monde de consommation qui nous vante en fait que le beau est ailleurs, le beau est cher, le beau est compliqué. Non, le beau, il est très très simple. Et l'art, il me semble que un des rôles de l'art, c'est aussi ça, c'est de revenir à une forme de simplicité, de contemplation qui se niche partout. Et la nature nous le montre tous les jours.
Et la science nous aide aussi, la science nous aide à le redécouvrir. Donc ça, déjà, je pense que à mon avis, c'est la manière la plus simple et la plus première, je dirais, pour... Après, vas-y. Oui, j'ajouterais que si j'entends bien ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la libellule, c'est dans ce que tu disais, tu étais dans un état d'esprit contemplatif. Les scientifiques, tous ceux qui travaillent sur toutes ces espèces, ils les aiment. Les gens qui travaillent sur les abeilles, ils les aiment, ils trouvent ça fantastique. Quand on regarde n'importe quel insecte d'ailleurs, quand on a fait une grosse installation à l'île d'Aix qui tourne toujours d'ailleurs et qui va tourner un certain nombre d'années, je ne fais pas ça pour de la pub, mais parce que c'est sur les fonds marins essentiellement, mais pas que. Et on voit, grâce à au travail qui a été fait, avec des images incroyables, hein, une sèche par exemple, c'est quelque chose d'incroyable. Les vaisseaux d'anticipation qu'on a dans Dune, c'est des petites choses à côté. Non, donc voilà, l'esprit de contemplation, je pense que c'est quelque chose qui est propre aux scientifiques. C'est pas seulement des chiffres, ce qui est propre aux artistes. Les musiciens, c'est pas seulement des chiffres. Et cette exposition, c'est effectivement un lieu où on peut peut-être retrouver l'esprit de contemplation. D'ailleurs, l'espace qui est là, juste devant, c'est un lieu où souvent les gens s'allongent et se laissent porter par les images, par les sons, par l'architecture, et retrouvent cet esprit de contemplation. Moi, je crois de mon côté à l'art comme étant capable de mettre un faisceau lumineux sur des questionnements, sur des éléments. Comment est-ce que l'art peut-il faire avancer la science? Eh ben, comment est-ce que, de la manière où l'art puisse à un moment, des œuvres artistiques puissent à un moment mettre un focus sur un item particulier, et c'est grâce à ça qu'à un moment aussi, ça va permettre à la population de s'interroger sur certains sujets, et qui dit à la population de s'interroger sur un certain sujet, aux scientifiques de s'y interroger aussi. Malheureusement ou heureusement, mais la science n'est que l'émanation de notre volonté populaire. La science n'est que l'émanation des questionnements que se font les gens. Et ce sont ces questions... Alors, peut-être pas en mathématiques avancées, mais et encore, quoique, même en maths et en physique, l'objectif n'est-il pas de répondre à des questions que les gens se posent? Et c'est peut-être le rôle de l'artiste, mais de l'artiste alors peut-être de l'art appliqué, de l'artiste, je ne sais pas, mais de l'artiste de manière plus large, que d'être capable de mettre le viseur, de mettre le pointeur sur une question, un questionnement, un événement, et ça peut être par l'intermédiaire d'une photo, ça peut être par l'intermédiaire d'une peinture, ça peut être par l'intermédiaire d'une chanson, d'un livre, d'une installation comme celle-ci, qui à un moment, vous travaillez sur la protection des fonds marins, et bien les gens vont visiter, et donc des décideurs vont visiter, des décideurs, ceux qui ont in fine les cordons de la bourse de la recherche, parce que la recherche est financé en majorité par le public, par les établissements publics, et bien que ce conseiller régional qui passait par là décidera après d'ouvrir une bourse de thèse sur tel domaine parce que ça lui a parlé ce jour-là. Et moi, je crois sincèrement que le rôle de l'artiste dans notre société, c'est aussi celui-là. C'est de nous mettre le nez dans nos mystères, et que le rôle du scientifique, c'est de repousser ce mystère un peu plus loin. Et a fortiori, de sensibiliser et peut-être d'éveiller certaines consciences aussi. Je le vois un peu comme ça. Je pense, tu parlais tout à l'heure de la sèche qui est magnifique. Je pense à un documentaire qui a été réalisé il y a quelque temps qui s'appelle La sagesse de la pieuvre, qui est avec du coup un artiste au départ, parce qu'au départ c'est un caméraman qui décide d'aller filmer pendant une année entière une pieuvre sous l'eau. Et c'est absolument magnifique de voir justement cette pieuvre qui se déplace, qui évolue avec le temps, qui reconnaît l'artiste en question. Et en même temps, il y apporte un point de vue super scientifique parce qu'il s'intéresse à la question du fait qu'il trouve cet animal magnifique au départ. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de se rendre compte que de temps en temps, ça va éveiller certaines consciences et peut-être aussi créer justement une envie scientifique
chez certaines personnes une envie d'aller faire de la recherche sur tel sujet. Moi, personnellement, j'ai été intéressée par la recherche sur le droit de la mer, parce que je lisais des livres sur la mer petite, mais des livres, des romans, de la fiction. Et c'est là que ça devient intéressant, je trouve, pour éveiller certaines consciences aussi. Je pense que l'art sert à ça, comme la recherche, à éveiller aussi les consciences. En tout cas, c'est une de ses finalités, pour moi en tout cas. Oui, puis l'art, ce qu'il a aussi de totalement révolutionnaire, mais alors profondément révolutionnaire, c'est que c'est un anti-compensatoire. C'est-à-dire que l'art doit être le terrain où on ne compense pas. Parce que c'est quoi le bonheur finalement? Le bonheur, c'est de ne pas compenser. Or, nos sociétés occidentales, il y a clairement une dérive. Bon, il y a une dérive démographique, ça c'est clair, mais elle se double aussi d'un glissement ontologique grave, c'est-à-dire que la consommation atteint un paroxysme. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une insatisfaction profonde, c'est-à-dire qu'on consomme parce que l'on compense. Et compenser à ce point-là, évidemment, ça fait des dégâts dans notre environnement. C'est-à-dire que j'inclus aussi bien, même certaines œuvres d'art sont faites pour malheureusement compenser un mal-être. Et ça, c'est ce surplus-là, vous voyez, c'est ce mauvais cholestérol métaphysique qui crée aussi de la pollution. C'est-à-dire que, bien sûr, on est bientôt 10 milliards d'individus, donc même si on habite dans un petit appartement avec un scooter électrique et puis qu'on mange juste de la viande une fois par semaine, même dans ce cas-là, il faudra quand même 2 planètes. Donc on est très très mal barré de toute façon. Mais si on arrive justement à moins compenser et donc à plus se contenter du spectacle qu'on a, de la nature, des belles choses, oui, on peut réduire la voilure, on peut réduire notre achat compensatoire de tout un tas de choses. Est-ce que j'ai vraiment besoin de 200 mètres carrés pour vivre? Est-ce que j'ai besoin vraiment de 2000 mètres carrés de jardin? Est-ce que je peux faire autrement? Bon, tout ça, c'est des questions qui sont à poser, mais elles ne se poseront, elles se poseront qu'un petit instant très court et point barre, si on ne fait pas justement l'effort de revenir à soi, encore une fois, et de contempler la beauté du monde. En contemplant la beauté du monde via, encore une fois, la science ou l'art, on peut avoir une chance de se suffire du spectacle du monde. Vous voyez, c'est Marc Aurèle qui disait, le bonheur, c'est avant tout de ne pas souffrir. Donc, comment on fait pour ne pas souffrir? Et je pense qu'il faut retrouver de l'enchantement, il faut retrouver de la joie. C'est vraiment le rôle premier de l'art. Oui, par rapport à ce que tu disais sur les images aussi qui peuvent nous bousculer, nous emmener ici ou là. Si je reprends l'exemple de la sèche, moi en faisant le travail musical, c'était très complexe. J'ai beaucoup été au milieu des images. C'est au moins aussi immersif qu'ici, peut-être plus par certains côtés. Bon, c'est très différent, mais cette sèche, à force de la voir, et puis plein d'autres choses aussi, j'avoue que je suis pas végétarien, mais ça me pousse vraiment de ce côté-là. Je me dis, voilà un animal aussi magnifique. Quand j'étais petit, en plus, les bords de mer, du Mont-Saint-Michel, les crustacés, on mangeait tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de distance. C'est très bon à manger, mais bon, ces animaux, ils sont splendides. C'est quoi? Est-ce qu'on peut en manger beaucoup moins? Je vais essayer de conclure un peu, vu que si on n'a pas de questions, mais en tout cas, tout ce que vous m'avez dit, en tout cas, l'art amène la sensibilité à l'espace qui nous entoure, et peut-être aussi essayer de retrouver cette sensibilité-là. Et donc, je vous invite à venir toucher votre sensibilité au sein de Profondeur. Je répète pour les gens qui nous regardent, alors les gens qui sont avec nous sont déjà au sein de l'installation. C'est une installation qui est à Angers dans la collégiale Saint-Martin et qui sera là jusqu'au 26 janvier. Voilà, je vous invite à venir vous détendre aussi, passer du temps ici pour pouvoir peut-être vous reconnecter avec votre sensibilité. Et passer ce temps-là. D'ailleurs, je voudrais d'abord vous remercier tous pour vos interventions. Tout cet échange était très, très intéressant, très, très riche. J'espère que ça vous a autant plu.
J'espère que vous, ça vous a intéressé. Nous, on va continuer le live un petit peu parce qu'il y a des gens qui ont l'air intéressés pour découvrir l'installation puisqu'ils sont à distance. Donc, on va prendre un petit temps pour faire ça. Et voilà, je vous remercie. Si vous voulez un petit mot pour la fin, je vous passe le micro et puis on va conclure sur ça. Vous voulez rajouter quelque chose? C'est tout bon pour vous? Ah, il y a une question? Question? Avant que je conclue et qu'on passe à la visite. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, je peux vous laisser y aller, quoi. Et nous, on va visiter la collégiale. Merci beaucoup. Tu peux baisser. Théo, tu peux baisser les micros. C'est des micros à chef qui marchaient très bien. Mais une filière, il marche. Je pense que il aurait dû régler, il y avait des petits réglages à faire que j'ai pas fait. Sur le carré, pas sur le volume général. Comme je suis